Il y a 20 ou 30% des Français qui ont envie d'entreprendre, mais il y en a que 1% chaque année qui passent à l'action. Donc vous n'avez pas le courage de vous lancer, vous n'aurez sans doute pas non plus le courage de subir et d'assumer toutes les difficultés. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il faut avoir la conviction d'avoir une bonne idée. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Francis Lelon, considéré comme l'un des pionniers du e-commerce français. Il est à l'origine notamment de Black Orange, Sarenza ou encore Allegria.tech. Bonjour Francis, merci d'être avec nous. Bonjour Margot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous présenter, vous et votre parcours? Ouais, alors quelques mots. Effectivement, ça fait 20 ans que je sévis dans le monde du digital, même un petit peu plus parce que j'ai fait mon premier site web en 92, donc ça ne me rajeunit pas. À l'époque où j'étais encore étudiant, et donc j'ai effectivement un parcours principalement quand même très orienté e-commerce B2C avec Sarenza.com que j'ai créé en 2003 avec mes deux associés, qui a été une très belle aventure qui a duré 5 ans. Et puis ensuite un certain nombre d'autres activités. J'ai dû créer une quinzaine de sociétés en tout dans le domaine du digital, des choses toujours très variées sur des business à chaque fois très différents. Et puis, tout ceci m'a conduit à reprendre la direction d'une société qui s'appelle Qobuz il y a 3 ans, qui fait du streaming musical haut de gamme, concurrent de Spotify, Deezer, que j'ai accompagné pendant 2 ans. Puis ma dernière aventure entrepreneuriale, c'est donc effectivement Allegria.tech que j'ai créé il y a maintenant 6 mois, qui est un projet que je mûrissais depuis déjà un an et qui a été lancé maintenant voilà, il y a quelques mois, et on est très heureux de la manière dont ça se passe. Parlons d'Allegria.tech, c'est la première agence no-code à destination des entreprises de tout secteur et de toute taille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors Allegria, c'est vraiment le résultat de toute mon expérience dans le domaine du digital. Moi, je suis pas du tout un développeur. J'ai toujours créé des projets dans le domaine du digital à partir d'idées, tout simplement, et en étant tout le temps accompagné par des gens de la tech. Vous avez tous entendu, tous ceux qui sont dans mon cas, qui ont plutôt un profil commercial, quand vous avez une idée pour monter une boîte, la première chose qu'on vous dit, c'est trouve ton CTO dans le domaine du digital. Et donc, c'est quand même aujourd'hui, il y a un frein énorme pour plein de gens qui veulent lancer des projets. C'est un frein énorme aussi à l'innovation. Et donc, mon chemin d'entrepreneur a croisé, en fait, il y a 5 ans, Airtable, que je vous invite tous à tester si vous n'avez pas encore l'occasion d'essayer cet outil magique. Ça m'a vraiment changé ma vie d'entrepreneur et ça m'a donné une espèce un peu de super pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre beaucoup, beaucoup de choses de manière complètement autonome dans tous les projets que j'ai créés ces dernières années, que ce soit pour faire des applications métiers, que ce soit pour faire des formulaires, que ce soit pour faire des applications RH, bref, toute la boîte à outils dont vous avez besoin quand vous montez une boîte. Et cette expérience, ces outils que j'ai utilisés depuis 5 ans dans mes propres sociétés, je les ai vraiment mis à scale chez Qobuz, où j'avais une centaine de collaborateurs avec moi et où il a fallu que je déploie beaucoup d'outils pour piloter et gérer la société, puisque toute mon équipe technique, une vingtaine de personnes, était totalement focus et dédiée sur le produit, comme c'est souvent le cas dans les entreprises pour celles qui ont la chance d'avoir des développeurs. Il y a aussi toutes celles qui n'ont pas de développeurs et qui doivent se débrouiller toutes seules. Et donc, chez Qobuz, c'est là que l'idée a vraiment cristallisé dans ma tête, où je me suis dit, mais c'est pas possible de n'utiliser que ces outils qui sont énormément employés dans les startups plutôt pour faire du MVP ou du POC. Il est temps de les déployer à beaucoup plus grande échelle pour en faire des vrais produits, pour en faire un vrai usage dans des PME, voire des grands comptes. C'est ce qui a conduit à la création d'Allegria, ou à l'idée du lancement d'Allegria il y a un an. Et donc, on a créé cette société pour rendre accessibles les outils du no-code. Il y en a à peu près 500 aujourd'hui chez nous, aux startups, aux PME et aux grands comptes, pour accélérer la transformation digitale et faire en sorte de le rendre aussi accessible, puisque les principaux intérêts du no-code, c'est que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que du développement traditionnel. À l'origine, pourquoi vous avez eu cette envie d'entreprendre et surtout pourquoi cette envie de vous engager au sein du e-commerce? Alors moi, c'est quelque chose qui vient de très loin puisque je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient un commerce dans le domaine du BTP, donc rien à voir avec le digital, mais je les ai toujours vus énormément travailler, je les ai toujours vus libres de leur choix, libres de décider de la direction et de ce qu'ils voulaient faire dans leur entreprise. Et je crois que cette envie de liberté a clairement été un élément et un facteur déterminant dans ma volonté d'entreprendre. J'ai quand même été salarié 9 mois dans ma vie. En sortant de l'école, j'ai bossé chez Accenture à l'époque. Ça s'appelait même pas encore comme ça d'ailleurs, c'était Andersen
consulting. J'ai bossé chez eux pendant 9 mois. J'étais venu chez eux en leur disant que je voulais clairement bosser dans le domaine du e-commerce et ils m'ont mis chez Total pour faire du SAP, donc autant dire que ça allait pas très bien. Et en plus, pire des choses, c'est qu'ils m'ont obligé à travailler sur un PC et ça c'était absolument impossible pour moi. J'ai toujours été Mac depuis les années 80. Et donc j'ai claqué ma dème au bout de 9 mois pour créer ma première boîte à l'époque Black Orange avec Pierre Borstera et Véronique Torner, qui était un des principaux sites de vente e-commerce de logiciels à l'époque sur Internet en France. Et voilà, et l'aventure était partie. Donc je crois qu'il y avait d'abord une aversion au risque, c'est sûr. Hein, faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur de prendre des risques, c'est évident. Et puis une énorme envie de réussir à faire quelque chose et de créer une marque, de créer une entreprise qui laisse une trace. Et je pense qu'avec Sarenza, c'est ce à quoi on est arrivé. Alors après, en tant qu'entrepreneur, j'ai encore plein d'objectifs. Il y a plein de choses que j'ai pas fait encore dans la vie et donc ça continue à entretenir la flamme. Mais voilà, cette envie de travailler en équipe, cette envie de choisir les gens avec qui on travaille aussi. Ouais, c'est tous ces éléments qui m'ont conduit à entreprendre. Et le e-commerce, ça s'est fait de manière assez évidente parce que oui, je dois avoir sans doute une fibre commerciale. En tout cas, c'était beaucoup plus motivant de faire du e-commerce que d'autres secteurs d'activité. Il faut aussi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, exercer sur un secteur d'activité qu'on aime et sur lequel on s'éclate tous les matins pendant le travail. Revenons sur votre parcours justement. En 2007, vous avez quitté Sarenza. En tant qu'entrepreneur, comment on gère une situation pareille? Alors ça a été un moment très difficile hein, puisque ça s'est pas fait sur la base du volontariat. Hein. On a été poussé dehors par nos investisseurs, hein, les 3 fondateurs à l'époque, et donc ça a été une période relativement difficile après 5 ans acharnés pour créer cette marque, démontrer qu'il était possible de vendre des chaussures sur Internet, hein, puisque quand on a créé Sarenza, si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est 1 an après l'explosion de la bulle Internet, à une époque où plus personne ne croit à Amazon, où il y a quasiment pas d'investissement dans les commerces, donc il fallait vraiment être très très motivé pour lancer ça et avoir une vraie conviction chevillée au corps pour faire ce secteur et ce produit en particulier. Donc le départ a été difficile, hein, ça a été 3 mois de bagarre judiciaire, 3 mois à essayer de faire valoir ses droits, et puis ça a été aussi un moment de remise en question, hein, parce que bien évidemment dans des cas comme celui-ci, c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein, on a aussi notre propre responsabilité de nous en tant qu'entrepreneurs quand ça se passe mal. C'est souvent des torts partagés, et puis moi j'étais encore très jeune, sans doute très impétueux, et il y a un certain nombre de choses que j'ai pas su voir à l'époque, donc ça apprend beaucoup de choses. Ça m'a aidé à me construire en tant qu'entrepreneur aussi, à être peut-être plus aussi à l'écoute des autres. Et puis, c'est aussi une occasion de comprendre où sont ses limites, son point de résilience, sa capacité à rebondir. Et moi, je l'ai vécu, bien évidemment, de manière assez difficile, mais aussi avec l'envie de regarder devant, avec l'envie de construire l'aventure d'après. Et donc, je suis reparti tout de suite, quelques semaines après, directement sur une nouvelle création d'entreprise, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Ça m'a permis de rebondir et de repartir de l'avant. Et je pense que pour tout entrepreneur, le projet qui compte, c'est le suivant, toujours un peu quelque part. Hein. C'est une fois qu'on a réussi à construire quelque chose, que ça marche, ce qui compte, c'est déjà de réfléchir au coup d'après. Donc, je crois que ça fait partie de la mentalité de l'entrepreneur. C'est une vie en montagne russe avec des hauts et des bas. Il faut savoir repartir de zéro. Il faut savoir être capable de tout miser à un moment sur un projet. Et puis, il faut avoir aussi confiance dans ses capacités et ses compétences parce que le risque que l'on prend en entreprenant, ben, au final, c'est juste le risque de réussir. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre risque, il n'y a pas de risque à perdre. C'est pas très grave. On aura d'autres occasions et on a aussi la chance quand même tous, généralement, d'avoir fait des bonnes études, surtout dans le digital, d'avoir une employabilité qui est de toute façon quasiment totale. Il n'y a pas de chômage dans le domaine du digital aujourd'hui, donc il n'y a pas de risque à essayer de lancer son activité. Et si ça marche pas, et ben, 1 an après, on retrouve un boulot et c'est pas très grave. Il n'y a pas de mal à ça. Et tout ce qu'on va apprendre en entreprenant, tout ce qu'on va apprendre en ayant à faire face aussi à l'échec, c'est de toute façon énorme et ça nous construit pour la suite. Et justement, qu'est-ce qu'on apprend d'un échec? On apprend l'essentiel parce que c'est, je pense, plus dans l'échec que dans le succès qu'on va apprendre des choses. D'abord, on va apprendre à se connaître mieux soi-même. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comprendre ses limites, comprendre qu'est-ce qu'on a raté, essayer d'avoir aussi toujours un regard extérieur sur ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Ne pas s'enfermer dans sa bulle et prendre le temps de faire sa propre autocritique hein, sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Ça, c'est essentiel pour aller de l'avant. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup d'autres choses dans la manière de travailler. Hein. Je travaille plus du tout de la même manière aujourd'hui que j'ai pu le faire de par le passé. Je suis beaucoup plus focus
que ce que j'ai pu l'être avant. Une des difficultés de l'entrepreneur aussi, c'est d'être capable de choisir ses projets et d'être à fond dessus et de pas s'éparpiller parce qu'on a toujours plein de sollicitations, plein de possibilités, plein d'opportunités, plein d'idées en permanence. Donc, il faut savoir se concentrer sur une seule et la mener à bout. Et puis, je pense qu'on apprend aussi à être un marathonien et pas juste un coureur de 100 mètres. Un projet entrepreneurial, ça ne se décide pas sur quelques mois. Donc, c'est très, très rare qu'on monte une boîte et qu'on la vende moins d'un an après. Généralement, c'est un projet à 4-5 ans minimum. Et donc, il faut apprendre aussi à ménager la bête, à savoir travailler sur son physique et mental, pour que les deux aillent ensemble et qu'on soit capable de tenir sur la durée tout ce qu'il y a à faire. Et puis, je crois qu'on apprend aussi dans l'échec beaucoup des autres. On se fait toujours, quand on est entrepreneur aussi, un certain nombre d'idées sur ses relations aux autres, ses relations avec ses collaborateurs, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs. Et c'est vraiment dans l'adversité qu'on comprend où sont ses vrais amis et l'importance aussi des soutiens qu'on peut avoir autour de soi. Une des grandes difficultés, je pense, des entrepreneurs qui font face à l'échec, c'est vraiment la solitude, le fait de ne pas pouvoir facilement en parler chez soi, dans sa famille, parce qu'on n'est pas toujours très bien compris, ou à ses amis qui sont salariés, qui ne sont pas passés par ces moments difficiles. Donc, réussir à garder autour de soi d'autres entrepreneurs bienveillants, capables d'échanger et d'expliquer qu'il y aura un après, c'est essentiel pour pouvoir se projeter dans la suite et se dire que l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Alors on parle beaucoup de la place que prennent les GAFAM, notamment depuis la crise sanitaire avec Amazon qui nuirait aux petits commerçants. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Sur les GAFAM dans le e-commerce, en fait, moi, j'ai un seul souci avec ça, c'est vraiment la problématique des taxes qui sont pas payées et cette distorsion de concurrence entre tous ces acteurs et les acteurs français et européens. Et ça, c'est absolument inacceptable, quel que soit le secteur d'activité, qu'on ait de telles divergences et que toutes ces sociétés ne payent pas leurs taxes dans des pays sur lesquels elles font énormément de chiffre d'affaires. Pour le reste, j'ai pas de problème. C'est un jeu qui est censé être concurrentiel, dans lequel on doit chacun avoir sa chance. Et à partir du moment où les règles de la concurrence sont respectées, tant mieux pour les Américains s'ils ont plus de moyens. À nous de nous organiser en Europe pour pouvoir avoir aussi les moyens de créer des champions dans plein de secteurs. Et on en a, et on l'a vu encore récemment avec Miracle, Content Square et d'autres, des sociétés aujourd'hui qui arrivent en Europe et des sociétés françaises en particulier à lever 300, 400, 500 millions. Et donc, c'est que comme ça qu'on arrivera à se battre au niveau mondial contre eux. Maintenant, on a pris beaucoup de retard. Je pense que la partie, elle n'est pas terminée. On voit très bien qu'il y a beaucoup de leaders dans l'histoire du digital au pied d'argile et qui sont renversés très, très vite. Je pense à AOL dans les années 2000, Yahoo ou d'autres. Voilà, les positions sont loin d'être figées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, oui, bien sûr, ça va nécessiter des talents, ça va nécessiter de l'argent. On se construit petit à petit, mais même si on n'est pas au niveau des États-Unis, on n'est pas non plus complètement à la ramasse. On a beaucoup de choses encore à construire chez nous et à mettre en place. Donc voilà, je suis plutôt optimiste pour la suite. Maintenant, voilà, on a malheureusement, je pense, souvent des gouvernants qui sont très loin de la réalité de ce qui se passe dans le monde du digital qui va très vite. Et le problème, c'est le temps de latence des États, de la Commission européenne pour réagir sur des sujets critiques qui nécessitent d'aller très vite. Et si on a effectivement une classe politique qui ne se met pas au diapason de la vitesse à laquelle il faut aller aujourd'hui pour réagir dans le business, c'est sûr qu'on aura toujours un coup de retard et on sera malheureusement les talons de la farce du digital et il ne restera plus grand-chose. Donc voilà, le point, c'est qu'il faut qu'on fasse tous action de pédagogie, qu'on fasse tous pression sur les politiques pour faire en sorte qu'ils prennent conscience de la nécessité pour eux d'aller beaucoup plus vite que ce qu'ils font aujourd'hui. On voit deux modèles un petit peu s'affronter de nos jours, les sites de e-commerce et les marketplaces. C'est quoi votre avis par rapport à ça? C'est une très bonne question. J'ai encore eu un sujet avec un de nos clients sur la table cette semaine. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire de la marketplace et tout le monde ne fera pas demain de la marketplace. Et d'un autre côté, tout le monde n'a pas à être sur une marketplace. Je pense que si vous voulez être une DNVB très forte avec une image de marque très forte aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous construire une audience et une communauté qui vous permettra de vous développer. Donc la chasse et la course à l'audience, qui est un peu la promesse de facilité de la marketplace, finalement, elle n'est que le reflet du commerce physique traditionnel où vous essayez de positionner votre marque dans des réseaux pour être dans des rayons. Et au final, on se rend bien compte dans le monde du physique comme dans le monde du digital qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu les mêmes et en particulier ce qui concerne l'animation commerciale. Si vous mettez vos produits dans des pharmacies et que vous faites pas d'animation commerciale, vous vendrez rien. Si vous mettez vos produits dans une marketplace chez Mano Mano et que vous prenez pas de la publicité chez eux pour être mis en avant et que vous faites pas d'animation commerciale, il se passera pas grand chose de plus et vous serez pas beaucoup plus visible chez eux malgré leur audience que dans un magasin physique chez Castorama ou chez Leroy Merlin. Donc les problématiques sont finalement assez similaires. La question, elle est vraiment de savoir où est-ce qu'est votre valeur. Si vous êtes dans une bagarre d'audience, de prix à marge faible,
peut-être qu'effectivement pour vous, le modèle marketplace sera plus intéressant. Si vous êtes en train de constituer une marque forte avec un produit très innovant, très différenciant, un fort caractère communautaire et digital, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous affranchir des marketplaces pour lancer votre activité et exister sur le digital et faire vos propres investissements marketing. Il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui, ça devient inaccessible de générer du trafic de qualité sur son site. C'est pas vrai. Ça nécessite un vrai savoir-faire, des compétences. Ça peut être dans certains domaines très compliqués, en particulier en référencement naturel, quand il y a des catégories qui sont complètement bouchées par des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour finir en tête. Mais il y a d'autres moyens. Et je pense qu'il y aura toujours d'autres moyens dans le digital pour exister. Et on a des exemples tous les jours de marques qui se lancent dans le digital et qui réussissent très bien sans passer par les marketplaces. Voilà, il faut choisir un peu son camp. Il n'y a pas forcément besoin d'être sur les deux en tout cas. Et je crois que ça dépend vraiment du projet entrepreneurial. Comment vous voyez la suite du e-commerce en France? Alors moi je le vois avec une émergence très très forte d'initiatives individuelles. Je pense que ça va continuer à exploser en nombre de sites e-commerce et que les gens vont aller rechercher de plus en plus des sites de niche, des offres différenciantes, innovantes, pour deux raisons. D'abord parce que, pour en revenir à mon sujet, le no-code va permettre d'exploser l'innovation en réduisant ce qu'on appelle un peu l'électronisme, hein, l'écart entre les gens qui savent construire des sites web et ceux qui ne savent pas en faire, hein. Aujourd'hui, il y a que 0,3% de la population mondiale qui sait coder et il n'y a pas 0,3% de la population mondiale qui a des idées de site e-commerce. Il y en a beaucoup plus. Donc, une fois qu'on aura mis fin à cette pénurie d'une certaine manière de compétences technologiques pour pouvoir innover dans le digital, chacun sera en mesure de créer sa propre boutique e-commerce et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui avec des outils comme Shopify ou d'autres. Donc, je pense qu'on va avoir une émergence d'idées, une émergence d'innovation très forte qui conduira à une atomisation en fait des sites e-commerce. Je ne crois pas du tout au monopole d'Amazon qui sera tout seul demain sur l'e-commerce. Bien évidemment, dans les gros volumes, sans doute que les grosses plateformes vont continuer à exister et à se développer. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à être reconnectés à leur commerce de proximité, à être reconnectés à des initiatives. Je pense à La Belle Vie de Paul qui explose en ce moment, par exemple, sur la distribution alimentaire et d'autres initiatives qui étaient des boîtes qui n'existaient pas il y a 3 ans. Donc, il y a encore plein de choses à faire dans le domaine du e-commerce parce que on a toujours besoin d'innovation dans le secteur, on a toujours besoin de nouveaux produits, on a toujours besoin de nouvelles marques et c'est consubstantiel au commerce. Donc voilà, je suis pas du tout inquiet. Il va y avoir plein d'innovations qui vont continuer à arriver dans le digital, dans le e-commerce et on n'est pas au bout de nos belles surprises. Et selon vous, est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a un petit peu accéléré cette transformation? Ah oui, c'est sûr, puisque ça a fini de convertir un certain nombre de consommateurs au e-commerce. Et donc, on a vu depuis un an toutes les plateformes e-commerce exploser, le click and collect aussi, des nouvelles habitudes de consommation. Et ça, c'est sûr que ça va perdurer. C'est une chance formidable pour le e-commerce. Bien évidemment, on ne peut pas s'en réjouir parce que ça s'est fait aussi au détriment du commerce traditionnel qui a énormément souffert. Mais moi, ma conviction profonde, et j'ai cette conviction depuis l'époque de Sarenza, puisqu'il y avait des études aux États-Unis qui avaient clairement montré que l'arrivée de Zappos, qui était notre source d'inspiration, hein, le numéro 1 de la vente de chaussures aux États-Unis sur Internet. Depuis l'arrivée des sites e-commerce dans les années 2000, le marché de la chaussure prenait 3 à 4% de croissance par an, alors qu'avant, avec les magasins physiques, ça faisait au mieux 1% de croissance par an. Donc, c'est évident que la mise à disposition de solutions plus simples, plus accessibles, ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des expériences utilisateurs nouvelles, ça contribue à développer le commerce au sens large. Et c'est rarement au détriment du commerce physique. Généralement, ça fait plus de volume d'affaires pour tout le monde à la fin, et en particulier avec le multicanal. Donc voilà, je pense que ça va continuer à se développer. Et bien évidemment, la crise du Covid aura eu un impact très très fort dans les habitudes de consommation des Français et avec le e-commerce. On dit souvent que le numérique contribue à accroître les inégalités sociales. On entend parler de fracture numérique, par exemple. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Alors, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un énorme enjeu, hein. Il y a un terme aujourd'hui qui s'appelle l'électronisme, hein, qui parle de ce sujet-là et qui explique effectivement, on peut être jeune, avoir 18 ans et un smartphone dans la poche depuis toujours et ne pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants de la création d'une application digitale et ne pas être en mesure de pouvoir s'exprimer dans le monde du digital. Tout à l'heure, je parlais des 0,3% de la population mondiale qui savait coder. C'est assez intéressant de comparer ce chiffre avec celui du nombre de personnes qui savaient écrire au Moyen Âge. C'était 0,3% aussi et
qui est-ce qui savait écrire à l'époque du Moyen-Âge? C'était les moines. Et c'est eux qui avaient finalement tous les pouvoirs et c'est eux qui décidaient de la pensée universelle d'une certaine manière. Donc c'est extrêmement important demain que l'on puisse réduire cette fracture du digital, encore une fois, entre ceux qui savent faire des applications digitales et ceux qui n'en savent pas faire. Et nous, on pense que la solution pour réduire cet écart, c'est clairement le no-code, puisqu'on peut former quelqu'un à créer des applications digitales en quelques mois avec le no-code contre plusieurs années pour faire un développeur. Et puis un autre point qui est très important aussi, c'est qu'on n'a pas tous la tête faite pour devenir développeur. C'est un métier tout à fait particulier qui nécessite des compétences particulières. Et ça fait 20 ans qu'on essaie de former des armées de développeurs en France et qu'on n'y arrive pas. Et donc, faut arrêter de croire qu'on va demain avoir, en mettant tous les enfants de France au codage, 20% de la population mondiale qui sera codée dans 20 ans. C'est pas vrai. En revanche, on peut avoir 20% des actifs qui sachent créer des applications digitales grâce au no-code à un horizon 10 ou 15 ans. En fait, il faut garder en tête que le problème fondamental des personnes qui travaillent dans des bureaux en particulier, c'est que depuis 30 ans, leur stack technique, c'est resté Word, Excel et PowerPoint. Et donc, les outils ont considérablement évolué depuis les 10 dernières années, en particulier avec l'émergence du digital, des applications SaaS et des API. Il est absolument indispensable que tout à chacun aujourd'hui soit capable de créer une base de données, de créer des formulaires, de faire des landing pages, tout actes qui sont absolument indispensables demain pour exister dans le monde du digital. Et c'est un de nos enjeux chez Allegria, c'est d'aider à cette transition et à réduire cette fracture du digital grâce au no-code, raison pour laquelle on travaille aujourd'hui sur beaucoup de projets et en particulier un projet dans le domaine de l'éducation pour pouvoir former nos codeurs professionnels vers des gens qui seront capables de pouvoir faire du no-code leur métier. On voit émerger de plus en plus de startups sociales, des startups engagées pour réduire l'impact de la société sur l'environnement, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Moi je pense que c'est absolument essentiel et je crois qu'aujourd'hui il y a clairement deux gros sujets sur la table de tous les entrepreneurs en France et ailleurs de par le monde d'ailleurs généralement. C'est la transition écologique et la transition digitale. C'est les deux gros sujets qui sont sur la table de tout le monde aujourd'hui. La transition écologique parce que c'est une demande des consommateurs aujourd'hui très très forte, c'est une demande des citoyens, à la fois d'exemplarité pour les sociétés dans lesquelles ils travaillent, mais aussi de faire en sorte de proposer des produits, d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Et d'ailleurs, chez Allegria, on a signé le Climate Act avec 200 autres entreprises françaises qui s'engagent donc à faire leur bilan carbone au-delà de ce qui est exigé aujourd'hui par la réglementation française, puisque dans notre cas, on n'aurait pas à faire de bilan carbone avant au moins 3 ou 4 ans et on va le faire dès notre première année d'activité justement pour mesurer notre impact carbone et prendre des actions, prendre des mesures pour faire en sorte d'être le plus économe possible en termes de consommation carbone. C'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument indispensable. On a aussi la chance, d'une certaine manière, que cette vision du monde et cette nécessité de changement, elle soit aussi aujourd'hui intégrée dans les fonds d'investissement. Et donc, on a de plus en plus de fonds d'investissement à impact en France. Je pense qu'on est sans doute un des pays au monde où il y en a le plus, puisqu'il y en a au moins une trentaine aujourd'hui en France qui sont des fonds dédiés à des actions à impact, que ce soit impact social, environnemental ou d'autres. Et donc, oui, il faut prendre les choses à bras le corps. Si on veut que le monde change, le monde, il changera par l'entreprise avant de changer par les actions politiques. C'est nous qui allons faire changer le monde. Il ne faut pas attendre des hommes politiques qui le fassent changer. Ce sont des gens généralement qui sont des suiveurs de la société. Donc à nous de prouver qu'on peut faire mieux, à nous de prouver qu'on peut aller de l'avant. Et je pense que le monde ne s'en portera que mieux. Donc il faut absolument soutenir ces entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont tous en quête de sens. Et la quête de sens de Bernard Tapie des années 80, bling bling et focusé uniquement sur l'argent est sans doute totalement aux antipodes de la quête de sens de l'entrepreneur d'aujourd'hui qui essaye plutôt d'inscrire son action dans la société, qui essaye d'inscrire son action dans le changement climatique. C'est des éléments qui sont, je crois, aujourd'hui complètement intégrés par la nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive et je suis très très optimiste pour ça et c'est une chance formidable qu'on ait su depuis 20 ans en France ouvrir ce débat, éduquer et sensibiliser à la problématique environnementale et pas que environnementale d'ailleurs, sociétale au sens large. On parlait tout à l'heure aussi de la place des femmes dans les entreprises et en particulier dans le digital et dans la tech. Voilà, ces sujets, c'est à nous de les faire évoluer. Il y a un sujet d'inclusion aussi, d'intégration des minorités également dans la tech qui est un vrai sujet de fond aussi sur lequel on a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est des sujets, je pense, et j'espère qu'on va nous réussir à résoudre. On va réussir à résoudre parce que on va s'en occuper nous dans nos boîtes, parce qu'on va s'en occuper nous dans nos projets et qu'on va avoir plein d'entrepreneurs qui vont arriver avec des super idées pour trouver des solutions. Je pense à des gens aujourd'hui comme Territoire Zéro Chômeur ou d'autres qui agissent au quotidien, tous les jours, pour faire en sorte que ça change et que ça bouge. Donc c'est à nous de prendre les choses en main.
Et donc justement, parlons de la place des femmes. On dit souvent qu'elles sont sous-représentées dans le monde de la tech et plus généralement dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est une réalité, hein. Ça, c'est simplement un constat, hein, de se rendre compte qu'effectivement, malheureusement, c'est comme ça. Nous, on est 3 fondateurs chez Allegria, avec Christelle Curcio. Donc, on a une femme avec nous, dans les fondateurs et on est très heureux d'avoir Christelle avec nous. Et Eldorado a sorti une petite statistique, je crois. Alors, je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, il faudrait la voir sur leur site, mais je crois que sur le premier trimestre, sur les 60 sociétés qui ont levé des fonds, il doit y en avoir que 10 où il y a une femme cofondatrice ou 15 où il y a une femme cofondatrice. Donc, c'est encore très, très faible. Voilà, je pense que c'est des choses qui changent vraiment maintenant. Ça prend encore du temps. C'est à nous de faire en sorte aussi de montrer l'exemple. Je pense que les femmes ont besoin d'avoir plus d'exemples qui incarnent cette réussite au féminin, qui montrent que c'est possible. Voilà, il faut que ça se construise et nous, on est très heureux de participer à ce changement-là. Maintenant, voilà, c'est des choses qui seront sur le long terme. Ça va pas changer en 2 ou 3 ans, mais on sent que c'est en train de le faire. Donc, je suis très optimiste aussi pour la suite et je crois que on devrait pouvoir arriver à avoir une vraie parité, que ce soit au niveau des postes, des fonctions ou au niveau des salaires, sans doute d'ici une dizaine d'années. Voilà, ça va prendre encore 10 ans pour que tout ça change. C'est des mouvements de fond qui sont maintenant très clairement lancés et qui vont continuer à se développer. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite à son tour entreprendre? Par où on commence selon vous? Bah, c'est une bonne question. Alors, il y a une statistique aussi en France qui est toujours assez terrible, c'est que je crois qu'il y a 20 ou 30 des Français qui ont envie d'entreprendre, mais il y en a que 1 chaque année qui passe à l'acte. Donc pourquoi un tel écart, alors qu'en France, on a une chance formidable, ça s'appelle l'ANPE, Pôle emploi, pardon, maintenant ça a changé de nom, qui est là et qui permet, à des gens qui, partiraient avec une rupture conventionnelle de leur société de pouvoir pendant 2 ans, s'autofinancer pour lancer leur activité. Donc, je crois qu'on a quand même finalement, un territoire en France qui est très propice à la création d'entreprises, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits au niveau des administrations aussi pour simplifier les difficultés techniques ou fiscales pour créer son entreprise. Donc, on a quand même un environnement aujourd'hui en France qui permet de se lancer, de tester son marché et de pouvoir se donner 1 ou 2 ans pour découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Il y a également un écosystème d'incubateurs capable de vous accompagner, de vous prendre par la main pour faire vos premiers pas. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop simple non plus parce que ce parcours aussi initiatique, c'est aussi une forme de filtre parce que bien évidemment, ce sera pas facile tous les jours et si dès le départ, au moment de vous lancer, vous n'avez pas le courage de vous lancer, vous aurez sans doute pas non plus le courage de subir et d'assumer toutes les difficultés parce que quand on monte sa première boîte, si on savait à quel point c'est dur de monter une boîte, il y a aussi sans doute beaucoup de gens qui n'iraient pas. Donc c'est aussi une réalité. Donc c'est d'abord voilà une grosse capacité de travail, une conviction, des idées et un projet et généralement une équipe. Et si on a ces 3 éléments-là, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, il faut y aller. Et peut-être qu'un conseil que je donnerais sur sa première création d'entreprise, c'est effectivement d'éviter d'y aller tout seul. C'est souvent mieux de pouvoir partager ça avec d'autres, soit des gens qui sont comme vous, qui montent leur première boîte, ou avec des gens qui l'ont déjà fait, ce qui est notre cas ici chez Allegria, puisque Christelle, c'est sa première boîte et Thomas avait déjà fait 2 boîtes avant, donc on a un peu d'expérience qu'on peut partager tous ensemble. Donc voilà, construire cette équipe dans le cadre d'une première création d'entreprise, d'un premier projet entrepreneurial, c'est quand même pas mal. Et comment on fait pour construire cette équipe justement? Comment on se dit: «Voilà, j'ai envie de m'associer avec telle et telle personne»? Mais il faut se donner sa chance, hein. Je crois que c'est d'abord souvent ça. Il y a un moment, il y a un alignement de planètes qui va se faire entre un projet, une équipe et un momentum lié au marché. C'est pas en restant enfermé dans son salon, dans son ordinateur toute la journée qu'on va trouver des associés. Le réseau est super important. Ça commence souvent par le réseau de son école, si on a la chance d'avoir fait une bonne école d'ingénieur, une bonne école de commerce. Si c'est pas le cas, il y a d'autres réseaux possibles à activer. Ça peut être aussi dans ses amis, autour de soi, mais c'est généralement d'abord en commençant par en parler, en allant dans des réunions, en participant à des meet-ups, en rencontrant d'autres entrepreneurs, que les rencontres vont se faire. Donc il faut forcer sa chance. Je pense que c'est le point essentiel, surtout quand on démarre. Moi, je suis arrivé à Paris en 98, je connaissais absolument personne. Je suis un petit provincial qui débarquait de Metz après avoir passé 2 ans à Lyon et j'avais aucun réseau. Bon, j'avais effectivement la chance d'avoir fait une bonne école, donc j'ai pu capitaliser en arrivant à Paris un petit peu sur ce réseau-là, mais c'était tout. Il faut avoir envie de rencontrer des gens, il faut avoir envie de secouer le cocotier, il faut avoir la conviction d'avoir une bonne idée aussi et prendre le temps de trouver cette bonne idée, savoir se la challenger aussi, pas partir sur la première idée qu'on trouve juste pour se faire les dents, non, il faut être exigeant avec soi-même sur le projet. Et si on a tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas trouver des gens avec qui s'associer pour lancer sa boîte. Ça se construit de manière assez naturelle après. Et après, il faut juste se lancer, voilà. Et puis, si possible, avoir un environnement familial aussi qui vous soutient. Si vous entreprenez et que quand vous rentrez à la maison, vous avez madame ou monsieur qui vous dit à chaque fois, tu ferais mieux d'aller trouver un job pour ramener de l'argent à la maison, c'est sûr que ça va pas être des conditions géniales pour sa première expérience entrepreneuriale.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui aimeraient à leur tour entreprendre, mais qui ont peut-être trop peur de se lancer? Eh bien, surtout, n'ayez pas peur parce que vous n'allez qu'apprendre des choses, vous allez en ressortir plus grand et cette expérience, elle vous servira toute votre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous n'avez aucun risque à entreprendre. Aucun risque. Voilà, même votre employabilité, elle sera sans doute meilleure après parce qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup mieux une expérience entrepreneuriale qu'il y a quelques années, quel que soit le domaine d'activité. Donc, allez-y, c'est une expérience formidable, vous allez apprendre plein de choses, vous allez rencontrer des gens formidables et vous allez comprendre ce que c'est et comprendre pourquoi, malheureusement en France, on ne met pas suffisamment en avant les profils entrepreneuriaux. Chez nous, on met en avant les grands explorateurs, les grands personnages politiques, mais même à l'école, hein, on vous apprend pas l'histoire des grands entrepreneurs français. On a l'impression qu'ils n'existent pas, qu'il faut pas les montrer. Or, on en a plein. Et dans la tech en particulier maintenant. Et donc voilà, il faut vous inspirer de ces gens-là. Eux, ils y sont arrivés. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver aussi. Donc tentez votre chance. Et de toute façon, ça ne sera que du positif. Merci Francis d'avoir partagé votre point de vue avec nous sur ces sujets très intéressants. Merci Margot. Bon courage à tous. Cela signe la fin de notre épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.